Et bonjour à tous les pandas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 du Road to Maître Feed, donc la série que je suis en train de faire avec l'objectif de devenir Maître Feed aux échecs, donc un classement de 2300 Elo. Et on se retrouve pour la ronde 2 du tournoi de la Ferté-Bernard, qui s'est joué donc le 7 octobre 2023. Et donc après une première partie le résultat était là, mais le contenu de la partie n'était pas là. Contre Vincent Chailloux à la première ronde, j'affronte à la ronde 2 Armand Lamar. Je me suis rendu compte que j'ai pas parlé de la cadence du tournoi, donc la cadence c'est la même qu'à Vermenton la semaine précédente. C'est du 60 minutes par joueur plus 30 secondes par coup, donc une partie relativement rapide pour du classique, mais, euh, mais ça reste des parties intéressantes. Alors ici, Armand Lamar, c'est un joueur que j'ai déjà affronté par le passé, je l'avais affronté au tournoi du Mans sur l'hiver 2022-2023. Donc c'est le tournoi du Mans, c'est un tournoi qui a lieu entre Noël et Jour de l'An tous les ans. Donc là c'est la dernière édition, on s'était joué et on avait joué une position qui ressemblait à ça, donc D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4. Et ici j'avais répondu par E3 et la partie avait continué, une Nimzo indienne. Et il avait perdu assez rapidement sur un petit piège tactique qui était même pas un piège tendu en fait, il a juste gaffé tout seul en laissant son fou en B4 en prise après une sombre histoire de dame à 4 échecs qui gagnait juste le fou. Donc dans cette partie, je sais que c'est un joueur de Nimzo, ça me dérange pas de jouer des Nimzo, c'est des positions que j'aime bien jouer. Donc la Nimzo c'est la position qu'on vient de voir. Mais je me dis pour varier, j'ai décidé de lui jouer E4 pour aussi aller créer, pour essayer d'aller savoir un petit peu ce qu'il joue contre E4 et pouvoir être mieux préparé à l'avenir contre tous les joueurs que je pourrais affronter. Mon adversaire qui joue C5, et ici je pense que c'est la première fois en partie longue que je joue le coup que je vais jouer. Alors j'ai historiquement quasiment tout le temps joué cavalier F3, avec l'idée sur D6 d'ouvrir, sur E6 d'ouvrir, et sur cavalier C6 j'ai longtemps joué la Rossolimo, que je peux toujours jouer, hein, ça me dérange absolument pas de jouer la Sicilienne ouverte. Mais récemment, j'ai regardé sur Chesscom la série sur la lapine du maître fille de James Canty, et je me suis dit, bah pourquoi pas. Pourquoi pas essayer la lapine face à un joueur classé 1808. Donc la série s'appelle Alapine for the Kill sur Chesscom, c'est dans les leçons de Chesscom, avec des lignes très agressives qu'il donne pour les blancs. Et mon adversaire qui joue le coup G6. Alors bon, bah c'est bien, je suis déjà plus dans ce que je connais. C'est pas un coup dont il parle dans la vidéo, enfin dans la série de vidéos, il dit globalement tout ce qui est autre chose que D5 ou cavalier F6, on répond par D4. Donc voilà, je suis fin de théorie pour moi. L'adversaire qui échange en D4 et qui me joue le coup D5. Et ici, je réfléchis un petit peu, et je me dis, en fait, si je prends en D5, je retombe dans des positions que je connais. Je comprends que si je joue E5, il va jouer un coup comme par exemple fou G7 ou cavalier C6, et que si je joue un coup comme cavalier F3, il va jouer ce coup fou G4. Et que ce clouage, il va être pénible à gérer, le pion D4 va être sous pression, et c'est le genre de position, en tant que joueur de carocane, que j'adore jouer avec les pièces noires, mais pas du tout avec les pièces blanches. Euh, donc c'est pour ça que j'évite de jouer E5, et je comprends que par contre, si je joue pion prend D5, et là c'est la partie, qu'il reprend de la dame, que je joue cavalier C3, qu'il recule sa dame par exemple en D6, que je suis juste dans un pion isolé plus ou moins normal, qu'on aurait pu obtenir à partir d'une panoff, qu'un plan à base de fou C4, suffit de fou G5 ou cavalier E2, fou F4, devraient être des plans tout à fait normaux qui devraient me permettre peut-être pas de prendre l'avantage, mais au minimum de jouer une position très déséquilibrée dans laquelle je vais pouvoir jouer pour l'avant. Enfin, peut-être pour l'avantage, peut-être pour nul, peut-être pour perdre, mais au moins ce sera une partie intéressante. Et c'est pour ça que dans la partie, je décide de prendre en D5. Mon adversaire ici qui me joue cavalier F6. Donc là, je passe toujours à peu près 2 à 3 minutes par coup. Hein. Comme je ne connais pas, je joue relativement lentement. Et ici, en fait, je me rends compte que je suis dans une position que je connais, mais par un autre ordre de coups. Ce qui est incroyable. C'est impossible. Enfin, si on m'avait dit que là c'était une panoff, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, nous sommes dans une panoff hyper accélérée, donc une position de carocane. Et en tant que joueur de carocane, ça m'arrange d'être dans une position de carocane. Et je vais revenir tout au début pour vous expliquer dans quelle position j'ai l'impression qu'on
est presque arrivé. Alors on n'y est pas encore, mais je peux jouer de la même manière puisque j'ai les blancs, ça devrait pas être trop dangereux. Mais lui avec les noirs, il va falloir qu'il fasse très attention parce que potentiellement j'aurai des énormes pièges. Donc je reviens tout au début de la partie, mémorisez bien cette position, mais je vous la remontrerai au moment venu. Alors au tout début de la partie, les blancs peuvent ouvrir par E4, et après le coup C6, il existe le coup C4. Et après le coup D5, pion prend D5, pion prend D5, pion prend D5, cavalier F6. Ici, si vous voulez une partie dans cette position, c'est une position que j'ai jouée déjà en Road to FM avec les pièces noires. Il me semble que c'est la numéro 2 ou la numéro 3 contre Didier Marona. Je pense que c'était le Road to FM numéro 2. Et dans cette position, il m'avait joué fou B5 échec, j'avais dit cavalier D7, il avait joué cavalier C3 pour défendre son pion, et après A6, j'avais dit que le coup que je connaissais, c'était plutôt dame A4, et j'avais pas trop digressé, mais depuis je l'ai retravaillé, puisque j'ai eu une partie, je sais que maintenant on joue tour B8, avec l'idée simplement de prendre, et qu'après l'échange, on est plutôt très heureux. Mais bref, c'est pas forcément le sujet. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que si par exemple ici les noirs continuent par G6, on peut jouer cavalier F3, fou G7, roc et D4, par exemple. Hein. Pardon, j'ai oublié un fou prend D7 pour éviter de perdre sur le champ. Fou prend D7, dame B3, dame C7, disons, pour tenir le pion. Ici, on peut jouer le coup D4. Et bien, croyez-le ou non, ça, c'est la partie contrairement à la mare. Ce qui est très étonnant qu'on ait retransposé. Alors, pourquoi on a retransposé? Puisqu'en fait, lorsque ici, il a joué cavalier F6, si je décide de jouer D4 et qu'il répond par G6, on est exactement dans la position de la partie. Je vais transposer pour le voir. Hop, il vient de jouer le coup cavalier F6 au lieu du coup G6. Et la différence, c'est qu'il a pas eu le temps de reprendre en D5. Alors pourquoi je vous ai montré tout ça? Puisqu'en fait, ça va justifier tous les coups que je vais jouer. C'est-à-dire que dans cette position, j'ai joué fou B5 échec, en me disant, bah, s'il joue cavalier D7, je retombe quasiment dans ce que je connais, et si je joue fou D7, je sais qu'on joue plutôt avec fou C4 ce type de position. Donc il décide de jouer cavalier D7, je joue cavalier C3, je défends mon pion, il joue le coup A6, et je joue le coup dame A4. Et en fait, on voit que c'est exactement la ligne de la Panov accélérée, à la différence qu'il y a eu G6 et D4 d'introduit. Alors c'est à l'avantage de qui? Je pense que ça avantage plutôt les noirs, puisqu'ils sont plus proches de leur développement final, mais au final, je pense qu'on devrait plus ou moins retransposer dans les lignes principales. Mon adversaire qui joue fou G6, je joue, fou G7, je joue cavalier F3 pour finir le développement, enfin continuer le développement. Il joue petit roc, fou prend D7, fou prend D7, dame B3, je défends mon pion D5, j'attaque le pion B7, il me joue dame C7, et ici, je joue petit roc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la position? Dans cette position, les noirs, ils ont un pion de moins, puisque j'ai un pion en D5, mais le pion de plus, qu'est-ce que c'est? Ici, le pion de plus, c'est un pion qui est doublé sur une colonne semi-ouverte, donc il va pouvoir se faire attaquer par les pièces noires relativement facilement. Et finalement, il a également la paire de fous, donc si le jeu s'ouvre, par exemple s'il joue E6, qui est peut-être un coup dans la position que je fais pion prend, fou prend, alors là j'aurais D5 concrètement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut avoir juste sa paire de fous qui brille, et un petit peu à la manière de la partie Road to FM numéro 2, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle illustre assez bien les idées de ce type de position, où j'avais les pièces noires par contre dans la position. On peut juste avoir une paire de fous qui rayonne sur toute la position et complètement dominer les blancs. Et ici, pour information, la position est donnée quasiment égale par l'ordinateur, alors que les blancs ont un pion de plus. Si les blancs ne jouent pas D5, ils perdent toute idée d'avantage et sont déjà presque moins bien. Donc c'est des positions qui sont en réalité très difficiles à gérer avec les blancs et avec les noirs. Et dans cette position, mon adversaire qui me joue le coup fou F5. Alors fou F5, il y a plusieurs idées. Pour moi, la première grosse idée, c'était de jouer avec cavalier E4 pour venir échanger ce cavalier et ouvrir ce fou sur la case G7. Et la deuxième idée, c'était de jouer avec fou D3 qui vient toucher la tour et peut-être venir en C4 pour titiller un petit peu le pion D5. Par exemple, si je continue par fou E3, fou D3, on va dire tour E1 et fou C4, eh bien on voit qu'il attaque ma dame, il attaque mon pion D5, il va le gagner au prochain coup. Bah, c'est pas hyper fameux pour les blancs. On pourrait calculer des idées à base de fou F4, mais ça reste des coups très bizarres.
Et on va préférer se dire que simplement il regagne le pion. Je reste avec un pion isolé, il a la paire de fous. J'ai pas vraiment réussi à conserver une quelconque forme d'avantage dans cette position. Je pense que la position m'a juste complètement échappé. Du coup, c'est pour ça que dans la position, je joue tour E1. Alors tour E1, ça évite que fou D3 attaque la tour. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que sur des idées de cavalier E4, bah, maintenant la case E4, elle est contrôlée 2 fois par mes pièces et une seule fois par son fou. Donc il ne peut pas jouer cavalier E4, et donc il doit trouver un autre coup de développement. Mon adversaire dans cette position qui décide de jouer le coup B5. Alors l'idée de B5, c'est peut-être un jour de jouer avec B4, de chasser ce cavalier, et qu'il puisse gagner le pion D5 après avoir mis une tour en D8 par exemple. L'autre idée du coup B5, c'est de pouvoir jouer un coup comme Dame B7 pour pouvoir continuer à augmenter la pression sur ce pion en D5. Je l'ai dit, la difficulté pour les blancs ici, c'est que le pion en D5 et le pion en D4 sont sur une colonne ouverte et peuvent se retrouver faibles et se faire attaquer par les pièces, par les pièces noires. Et ici, le coup B5 n'est pas un coup complètement bizarre. Ici, je décide simplement de continuer mon développement par le coup fou G5. Alors, j'avais deux coups que j'envisageais principaux, fou D2 et fou G5, cavalier E5 également un petit peu. Mais l'idée, c'est que fou E3, j'ai pas trop envie parce que ma tour, elle met une petite pression latente sur le pion E7. Fou F4, c'est juste en prise. Fou D2, ça développe, mais ça fait pas grand chose. Donc j'ai préféré fou G5. Peut-être un jour, il y a fou prend F6 qui sert à quelque chose. Si le cavalier bouge, par exemple cavalier H5, bah, il y a juste le pion E7 qui se retrouve en l'air, que ce soit du fou ou de la tour. Donc ce fou en G5 est au final assez gênant. Et s'il joue un coup comme H6, j'ai cette idée de venir jouer fou H4. Et s'il veut continuer par G5, en se disant j'enlève cette idée tactique, mon fou arrive en G3 et se retrouve sur cette très belle diagonale où il vient chasser la tour. Je vais pouvoir enchaîner peut-être avec du H4, du cavalier E5, et je reprends complètement le contrôle de la position. Mon adversaire qui a un sérieux problème dans cette position. Donc je continue par fou G5. Mon adversaire qui me joue tour à D8, plutôt normal, il attaque simplement mon pion D5. Et ici, je continue par le coup. Tour à C1, je mets ma tour en face de sa dame. Je menace cavalier prend B5, mais c'est complètement anecdotique comme menace. Mon adversaire qui continue par Dame B7. Et ici, on voit que moi j'ai toutes mes pièces de développer. Et lui, il lui manque seulement sa tour F8. Donc c'est peu probable que j'ai un avantage décisif. Ici, il attaque 3 fois le pion D5. J'ai beaucoup de mal à le défendre une fois de plus. Donc probablement que ce pion D5 va tomber. On va se retrouver dans une position qui risque d'être égale. Si par exemple je continue par un coup comme H4, peut-être que l'adversaire peut... Bon là il peut pas prendre en D5. Par exemple sur cavalier prend D5, cavalier prend D5, dame prend D5. Il y aurait le coup fou prend E7 qui viendrait gagner une qualité. Et sur tour prend E5, il y aurait tour prend E7 qui viendrait gagner le pion. Donc ça c'est le genre de truc qui sont un petit peu embêtant, c'est que je me venge sur le pion E7. Mais finalement est-ce que c'est si grave parce que sa paire de fous se met à rayonner? Je suis pas sûr que ce soit si grave que ça pour lui. Donc je comprends que je peux pas jouer un coup comme H4 très proprement. Et c'est pour ça que je décide de jouer un autre coup et de jouer le coup cavalier E5. Je décide enfin d'exploiter mon centre, maintenant que toutes mes pièces sont sorties, et ça c'est très important, je le souligne pour les plus débutants. On attend d'abord d'avoir sorti toutes ces pièces, et ça l'illustre bien, avant de se lancer dans une attaque et d'envisager d'envoyer nos pièces vers l'avant. Ici j'ai mes deux tours sur les colonnes ouvertes ou semi-ouvertes de l'échiquier, j'ai toutes mes pièces qui sont sorties, et donc j'envisage de venir me placer au centre. A nouveau, cavalier prend D5 est pas jouable, pour les mêmes raisons, le pion E7 est en l'air en fin de variante, par exemple, cavalier prend E5, cavalier prend D5, cavalier prend D5, sur dame prend D5, donc il y a fou prend E7 qui vient attaquer les deux tours de l'adversaire, donc ça va pas du tout pour lui, et sur tour prend D5, ici j'avais vu que j'avais le coup cavalier C6, qui attaque le pion E7 3 fois, et qui en plus attaque la tour D5, puisque la défense entre la dame et la tour est coupée, et s'il vient défendre par un coup comme E6, j'ai le coup cavalier E7, fourchette, avec le cavalier qui est défendu par le fou. Alors ça, c'est des petites tactiques, il y en a toujours plein, hein, des choses comme ça qu'on calcule au milieu d'une partie, mais ça fait partie des choses qui m'ont fait trancher aussi pour cavalier E5, c'est que j'ai cette idée de cavalier C6, et la case C6 est une case qui est faible, puisqu'elle a été affaiblie par la poussée B5, elle ne peut plus être contrôlée par un pion, et quand mon cavalier arrive, il attaque le pion E7, et mon adversaire a potentiellement des problèmes.
Ici, mon adversaire qui continue par H6, il comprend qu'il y a des problèmes avec ce fou qui brille sur E7. Et je pourrais jouer fou H4, mais on l'avait dit tout à l'heure sur fou H4, mon adversaire joue G5, je jouais fou G3, et j'arrivais sur la diagonale de la dame. Or, en fait, désormais, il n'y a plus la dame sur cette diagonale. Et en plus, j'ai moi-même mis un cavalier en E5 sur cette diagonale. Et peut-être qu'ici, même cavalier prend D5 marche, faudrait vérifier, je suis pas complètement sûr, mais peut-être ça marche. Et je comprenais pas vraiment pourquoi j'avais recyclé mon fou en G3, il fait plus grand chose par rapport à là où il était en G5, et c'est pour ça que sur le coup H6, j'ai préféré jouer le coup fou prend F6, et mon adversaire a simplement repris, il a repris du fou, évidemment, il n'a pas envie de se bloquer ces deux fous, et je joue cavalier C6, il continue par tour D7, et on se retrouve dans cette position où j'ai toujours un pion de plus, mais c'est toujours pas gagné, hein. Les pions restent faibles, on voit que la paire de fous, elle découpe très bien l'échiquier, j'ai pas accès à toutes les cases que je souhaiterais pour prendre l'avantage, et c'est pour ça que ici, alors c'est marrant parce qu'il y a un des coups que j'ai envisagé, je vois que c'est un des coups de l'ordi, j'ai envisagé plusieurs coups. Le premier coup que j'ai envisagé, je vais en parler, c'est le coup G4. Alors, et c'est le coup qui est donné par l'ordi en plus, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un des coups que j'avais. L'idée c'est que sur fou prend G4, je peux jouer cavalier E4, et je débarque en C5. Et c'est très gênant pour lui, je menace de prendre F6, je menace d'arriver en C5, et j'ai juste gagné la case E4 au prix d'un pion. Mais comme j'avais un pion de plus, c'était... Enfin, ça me semblait intéressant. Alors, ce qui m'a fait ne pas le jouer, parce que j'en parle quand même, parce que c'était dans les lignes de l'ordi, c'est que simplement, quand il joue fou prend G4, cavalier E4, par exemple... n'importe, fou G5, cavalier F5, fou C7, cavalier prend, dame prend, par exemple, ce truc-là. Déjà, il a la paire de fous qui est super forte. J'ai un roi qui est très très faible. Il menace du fou H3, il menace du fou G4, fou F3, dame G4. En fait, j'ai extrêmement peur de me faire mater ici. Et c'est le genre de positions qui sont pas du tout dans mon style. Les finales, elles sont très compliquées à jouer parce que j'ai énormément de pions qui sont très faibles et très très difficiles à défendre. Son fou de case noire est un monstre dans la position, son fou de case blanche est excellent également. Et j'ai plus vraiment de manière de bien contester ces pièces. Mes pièces sont fortes, mais finalement, elles font pas grand chose. Et c'est cette position-là qui m'a fait dire que peut-être, oui, j'ai une qualité nette de plus, mais je me demandais s'il n'y avait pas assez de compensation entre la paire de fous et la faiblesse de mon roi pour la qualité. Et je vois que l'ordi évalue ça à peine plus 0,9, ce qui est quasiment égal pour une qualité de plus. Donc je pense que j'ai eu plutôt le bon jugement ici. Et l'autre coup que j'ai envisagé, c'est cavalier E4 direct. En fait, c'est la même idée, sauf que je force plus ou moins fou prend. Alors, on pourrait se dire on n'est pas content, mais en fait, ici, je récupère, et j'en parle depuis tout à l'heure, je récupère la paire de fous des noirs. Et c'était un petit peu son seul moyen de s'en sortir avec ce pion de moins. J'ai un cavalier en C6 qui est super fort, c'est la meilleure pièce de la position pour les deux joueurs. Tous joueurs confondus, c'est la meilleure pièce de la position. Et son fou pourra jamais venir s'échanger contre, puisque c'est une case blanche. Je menace peut-être de doubler sur la colonne E pour aller gagner le pion E7. Et en fait, ici, je trouvais ça beaucoup plus simple à jouer. Et j'avais l'impression d'avoir plus d'avantages et un avantage plus simple à concrétiser dans cette position que dans la position que j'ai montrée précédemment, ici, où j'ai une qualité de plus, mais où finalement mon roi est ouvert parce que j'ai plus de pion G2. Et en fait, l'évaluation de la position ici, c'est environ plus 0,9 d'après l'ordinateur, là où après tour prend E4, cette position de la partie, il est à seulement plus 0,7, mais ça reste tout à fait correct. Et d'ailleurs, après le coup A5 de l'adversaire, on passe déjà à plus 3. Plus 2,3, pardon. 2,4. Bon, ça s'envole petit à petit. C'est normal, la position est complètement gagnante. Parce qu'en fait, c'était extrêmement dur à jouer pour les noirs. Ils avaient déjà qu'un seul coup qui maintenait presque une égalité. Et ici, dans cette position, j'ai l'habitude de faire ça dans toutes mes vidéos. Et c'est celle-ci que j'ai choisie pour cette vidéo. Il n'y a qu'un seul coup qui prend un avantage complètement décisif pour les blancs. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause dans cette vidéo pour trouver ce coup et comprendre l'idée qui fait gagner les blancs. Et pour ceux qui veulent... Donc pour ceux qui ont pu trouver la solution, bravo à vous. Et pour ceux qui veulent juste regarder la partie, eh bien le coup c'est pas du tout cavalier prend A5, je vous ai bait, c'est tour C5. Alors, on va parler de cavalier prend A5 parce que c'est un coup que j'ai envisagé assez longtemps. Mais le problème de cavalier prend A5, c'est que l'adversaire peut jouer dame prend D5, après, par exemple, dame prend D5, tour prend D5. Ici, on se retrouve exactement dans le scénario que je voulais éviter. C'est-à-dire que j'ai un pion en D4 qui est très faible,
il a un fou en G7 qui est monstrueux. Alors j'ai toujours un pion de plus, mais ce pion il va tomber. Et derrière, il va se retrouver avec un fou contre un cavalier. Et on sait que moins il y a de pièces et, et quand il y a du jeu des deux côtés, le fou est beaucoup plus fort que le cavalier. Fou plus tour, c'est beaucoup plus fort que cavalier plus tour. Et j'ai un pion faible. Et un peu tout ça, ça me faisait dire que cette position-là, elle est probablement égale parce que j'ai un pion de plus. Mais elle va être très très dure à défendre. Et ici, l'ordinateur donne un léger avantage blanc. Mais en pratique, je préfère jouer avec les noirs qu'avec les blancs cette position. Donc le coup cavalier prend A5 marche pas très bien. À peu près tous les autres coups marchent pas très bien. L'adversaire menace A4 concrètement et simplement de nous faire bouger la dame et de gagner le pion D5. Donc c'est plutôt désagréable. Donc c'est pour ça qu'ici le coup c'est tour C5 avec l'idée que sur A4 on a désormais le coup dame prend B5 qui vient gagner le pion B5. Et l'idée également c'est qu'on défend le pion D5 qui pouvait être attaqué dans certaines variantes. Donc, tout ça vous l'avez vu si vous avez un petit peu calculé autour de la position. Et on menace également tour prend B5, tour prend A5. Ici, la tour est en fait extrêmement forte. Elle vient attaquer deux pions à la fois des noirs et elle défend le pion. Donc après, le coup A5, tour C5 est le coup qui gagne et c'est la partie. Mon adversaire qui continue par le coup E6. Alors E6 c'est extrêmement bizarre puisqu'en fait ça ouvre complètement cette diagonale pour les blancs. Donc bah, on s'empresse de l'ouvrir, on est très heureux d'ouvrir la position avec les blancs, on a toutes nos pièces complètement développées. L'adversaire qui peut avoir des problèmes pour défendre son roi. Il répond par tour D6, je prends le pion à F7, et il joue tour prend. Donc ici j'ai désormais deux pions de plus dans la position, et par contre il a peut-être réussi un petit peu à s'activer, j'ai des petits problèmes de mat du couloir. Cette colonne F qui s'est ouverte, donc il faut rester un petit peu précis pendant quelques coups. C'est probablement le type de position où il y a peut-être 3-4 coups difficiles qui vont être à trouver, peut-être certainement moins, on est quand même très très bien avec les blancs, mais il va falloir les trouver ces coups. Et le premier coup j'ai calculé, c'était cavalier E5. Alors pourquoi cavalier E5? Puisque si l'adversaire, par exemple, prend en E4, il y a mat en 2, donc dame prend F7, roi H8, cavalier prend G6. Ok, bon là il devrait donner la dame, mais c'est quasiment comme si c'était mat, on menace beaucoup trop de choses. Donc l'adversaire ne peut pas faire ça, et s'il décide de jouer fou prend E5, on peut simplement jouer tour prend E5, mais moi je trouvais ça très dangereux à cause de tour prend D4, le maître du couloir qui arrive, il va peut-être pouvoir jouer tour D2, et ça devient très dangereux pour mon roi. Et ça, j'étais pas complètement confiant. Ici, j'ai à peine un pion de plus, ce qui est quand même pas tant que ça, et c'est typiquement le genre de position où ça peut très très vite dégénérer, et où je suis pas du tout confiant pour jouer ça, pour le gain, puisque les deux rois sont faibles, et en finale de pièces lourdes, ça dégénère assez vite. Du coup, j'ai bien joué pion prend F7, tour prend F7, et dans la partie, j'ai vu une autre ligne, qui n'est pas la ligne numéro 1, mais ça gagne également. Il y a beaucoup de choses qui gagnent d'après l'ordinateur, parce qu'on a beaucoup de matériel d'avance, mais ici, j'ai joué tour E8 échec, l'adversaire qui a joué roi G7, tout à fait normal, et j'ai joué le coup tour B8. Alors, tour B8, pour moi, le meilleur coup, c'était dame D7 pour lui, et il m'a surpris, il m'a joué dame prend C6. Et après tour prend, j'ai juste une dame contre tour fou. Alors faut faire un petit peu attention au mat du couloir, mais j'ai vraiment juste une dame contre tour fou. Ici donc il menace mat du couloir, j'ai donc décidé de jouer le coup H3 pour me créer une petite case de sortie pour mon roi. Mon adversaire qui m'a joué fou prend D4, et j'ai joué le coup dame prend B5. J'attaque la tour en C6, et j'empêche les idées sur tour C1. Roi H2, il n'y a pas de fou E5 fourchette qui aurait pu être une idée à cause de dame prend E5. Donc c'est intéressant. Et en plus j'encaisse un pion. Donc ça fait plusieurs idées à la fois ce coup dame prend B5. Mon adversaire qui joue tour C5 intermédiaire. Et ici, j'enchaîne avec le coup que j'avais vu évidemment parce que sinon c'était un vrai problème. Ici en fait concrètement si je n'ai pas de bonne case, par exemple je joue un coup comme dame D3, l'adversaire va jouer tour C1, roi H2, fou G5, et au-delà de prendre le pion prochain, sur un coup comme G3, il a juste tour prend F2 mat, hein. Donc je serais obligé de venir donner ma dame en G3, et ça c'est plutôt un problème. Donc évidemment avant de jouer dame prend B5, j'avais vu que sur tour C5, j'avais le coup dame E8, qui vient toujours contrôler cette case E5 pour empêcher cet échec, et après tour C1, roi H2, en fait ici c'est les blancs qui viennent menacer des mats, et les noirs qui ont beaucoup de problèmes à défendre les mats dans cette position.
Et il a continué par le coup roi F6 pour essayer de se défendre. Donc j'ai continué par dame H8 échec. J'attaque le fou. Donc il est obligé de parer par tour G7. Je joue tour G8, je joue dame F8. Il ne peut pas parer par tour F7 à cause de dame D6 et je prends le fou au prochain coup. Donc il ne peut pas essayer de répéter, il est obligé de partir. Je continue avec un autre échec dans la position. Il est obligé de partir sur la colonne D. Je joue tour D8 et ici il a abandonné dans cette position après le coup tour D8 échec. Alors pourquoi il a abandonné? Puisque simplement après peu importe le coup qu'il joue, par exemple roi E5, non roi E5 ce serait un très mauvais coup, par exemple roi E4, je vais simplement prendre le fou en D4, il va reprendre et jouer dame prend G7 et je me retrouve dans une position où j'ai une dame et deux pions contre une tour, ce qui est complètement gagnant. Donc c'est pour ça qu'après le coup tour D8 échec, donc il faut que j'enlève le prochain coup, ça me perturbe beaucoup. Hop, après le coup de tour D8 échec, Armand Lamarre qui a abandonné cette position et on a signé la feuille de partie au 34e coup de la position. Donc une partie dans l'ensemble, je pense, qui était plus propre que la partie précédente. Ça me remet un petit peu en confiance contre un adversaire mieux classé que la partie précédente, un adversaire classé 1808, un jeune qui plus est, il doit avoir 14 ans, peut-être un petit peu moins, peut-être 13 ou 14 ans. Et ça met complètement en confiance pour la suite du tournoi, ça me permet de revenir un petit peu, de me lancer dans ma saison et d'être prêt pour la suite du tournoi. Donc je suis à l'issue de cette deuxième ronde à 2 points sur 2. Je vois que j'ai joué à 85,6 de précision, ce qui n'est pas exceptionnel non plus. On verra qu'il y a eu deux grosses erreurs apparemment. Et mon adversaire qui a joué à 72, ce qui est relativement faible pour son niveau. E4, C5, C3, j'ai jamais joué ça de ma vie. Jusque là apparemment ça existait, prise D5, et ici cavalier F6, fou B5 échec. Et en fait ce coup fou B5 échec, je savais même pas que c'était théorique, je le découvre en même temps que vous, l'analyse de l'ordinateur. Adversaire qui joue cavalier BD7, cavalier C3, et ici je savais pas que c'était théorique, mais en fait ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré dans la PAN9 accélérée, et c'est ça qui m'a fait jouer cette ligne, c'est juste ça ressemble énormément, et donc pourquoi pas. L'adversaire qui joue à 6, dame A4, c'est pas le meilleur coup, mais pour l'instant la position reste égale. Fou G7, cavalier C3, roc, fou prend D7, fou prend dame B3, dame C7, petit roc. Ici la position est toujours plus ou moins égale, notamment s'il joue avec E6, c'est les idées que je vous ai montrées. Il a décidé de jouer fou F5, tour 1, et ici l'avantage des blancs qui est quand même relativement élevé, on est à plus 0,9, ce qui est quand même très très bien. B5, fou G5. Je sais pas vraiment quel autre coup voulait l'ordi que fou G5. L'ordi préfère cavalier E5 pour exploiter tout de suite la case C6. Ok, ça me semble être... ça fait sens. Ça fait sens. Fou G5, tour D8, tour C1. C'est vrai que je voulais plutôt finir mon développement. Je suis quelqu'un qui a tendance à énormément respecter les principes sur ce genre de situation. Dans cette position, cavalier E5 direct, c'est le meilleur coup de l'ordi. C'est vrai que moi je suis plutôt quelqu'un qui va d'abord sortir ses pièces avant d'aller jouer cavalier E5. Cavalier E5 menaçait aussi un petit peu fou F4, donc je comprends, j'avais hésité à le jouer, mais ce qui m'avait fait trancher c'était vraiment le développement et l'envie de finir le développement. Ici cavalier E5, jusque là tout va bien, H6, prise, cavalier C6, c'est normal. Je regarde s'il y a... Ouais, cavalier E4, alors ici je sais pas quel était le coup de l'ordi. L'ordi ici qui joue cavalier E2, c'est obscur, hein, cavalier E2. Ou cavalier D1, c'est obscur, hein. Il veut quoi? Il veut cavalier D1, dame F3, ou dame G3 et cavalier E3. Et en fait, il envoie une attaque sur le roi noir, et il prétend que le roi noir est relativement faible, et c'est plutôt vrai. C'est vrai que visuellement, j'avais pas cette impression, mais avec le centre très fort ici, ce cavalier en C6 monstrueux, il est vrai que le roi noir est peut-être un peu faible. Moi j'avais pas trop cette impression visuellement à cause des deux fous qui ont l'air juste à côté du roi en train de le défendre. Ça me donnait pas du tout l'impression, mais je vois qu'ici que l'ordinateur part pour une attaque après cavalier E2 ou cavalier D1 avec simplement l'idée d'aller attaquer le roi noir. J'ai pas du tout envisagé ce plan, donc, mais je suis très très nul en attaque. À la place je joue cavalier E4, l'ordinateur qui aime pas du tout, mais c'est normal parce qu'il avait vu d'autres idées. A5 qui est une faute, et ici tour C5 qui était le seul coup à trouver. L'adversaire qui joue E6, puis on prend F7,
Tour prend, ça c'est plutôt forcé, tour E8, et je pense que c'est là où j'ai regaffé, je pense que tour B8 c'est peut-être pas très correct, parce que dame D7 a l'air quand même très très fort, hein. Mais c'est vrai que dame D7, je voulais juste dame prend B5 et prétendre que j'ai quand même pris du matériel, hein, dans cette position. Après l'ordinateur a l'air pas d'accord, mais du matos c'est du matos. Ok. Et ensuite après dame prend C6, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire sur la position. Je vais juste regarder s'il s'est passé quelque chose, mais je pense que dans l'ensemble il s'est pas passé grand chose. Non, ok, il n'y a plus grand chose à dire à la fin. Je regarde juste rapidement, mais il n'y a pas... Vu la partie, ça m'étonnait qu'il y ait quelque chose. Quand il y a juste une dame de plus, il y a souvent plus grand chose à dire. J'ai juste parlé un tout petit peu tactiquement de ce qui s'était passé, mais après à l'ordi, il n'y a plus grand chose à dire s'il n'y a pas de grosses fautes tactiques. Et ben voici la fin du coup de cette vidéo Road to FM numéro 7 pour cette deuxième ronde du tournoi de la Ferté-Bernard. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner des idées d'amélioration si vous voulez voir des choses en plus ou si vous avez des questions sur les positions jouées. Et je vous retrouve donc très prochainement. Donc vous avez dû remarquer que c'est 2 vidéos par semaine, une le lundi, une le jeudi. Je vous retrouve donc, je sais pas si ce sera lundi ou jeudi, bref, pour la ronde 3 de Road to FM, la ronde 3 du tournoi de la Ferté-Bernard, dans laquelle j'affronterai un champion du monde, mais vous verrez ça la prochaine fois, et en attendant, vous pouvez reprendre une activité normale.